La gestion des exceptions est un volet important de la programmation de base qui va permettre de rendre les programmes plus robustes, plus résistants face à des situations anormales ou des situations d'erreur. La gestion des exceptions n'est pas à proprement parler un concept de l'orienté objet, néanmoins en Java, sa mise en œuvre implique l'utilisation de ces concepts. Le but de cette séquence est de vous présenter les aspects fondamentaux liés à la gestion des exceptions en Java. Nous nous intéressons dans ce volet à comment gérer des erreurs ou des situations anormales dans un programme. Nous allons voir que les exceptions vont nous permettre d'anticiper les erreurs ou les situations anormales et d'y répondre de façon appropriée le cas échéant. Commençons par illustrer l'utilité de cette notion des exceptions au travers d'un petit exemple simple. Nous voulons écrire une fonction f qui calcule l'inverse d'un nombre donné. Nous voulons que cette fonction gère le cas où la valeur de la donnée entrante est 0 comme une situation anormale, une situation d'erreur. Et nous nous posons la question de comment gérer cette erreur à proprement parler. Première tentative, on peut faire en sorte que lorsque la donnée entrante vaut 0, on retourne une valeur choisie à l'avance. Pour mimer le fait que le résultat serait proche de l'infini, on pourrait imaginer, de façon tout à fait arbitraire, de retourner le plus grand double possible. Il existe d'autres valeurs prédéfinies en Java, infinity pour mimer l'infini, mais ce n'est pas ici le but de notre propos. Cette façon de procéder est néanmoins loin d'être satisfaisante. Premièrement, cela n'indique pas du tout à l'utilisateur potentiel de la fonction f qu'il se trouve dans une situation d'erreur ou une situation anormale lorsque x est nul. À nul moment, cet utilisateur n'est averti de ce fait. Le résultat retourné est forcément inexact et l'utilisation de f implique une convention tout à fait arbitraire qui n'est pas forcément connue des autres programmeurs, typiquement le choix de cette valeur retournée. Pour pallier au manque d'informations qu'a l'utilisateur de la fonction f en cas de division par 0, on peut imaginer de faire afficher à notre fonction f un message d'erreur. Donc dans le cas où la donnée entrante serait nulle, on ferait afficher à notre fonction qu'il y a une situation d'erreur, une division par 0. Cela ne résout pas tous les problèmes de la version précédente puisque nous avons toujours le problème de quoi retourner exactement en cas d'erreur. Cette solution est aussi critiquable par le fait qu'elle génère ce que l'on appelle des effets de bord, c'est-à-dire que la fonction f, dont l'unique rôle est normalement de calculer l'inverse d'un nombre, se met tout à coup à produire des affichages dans le terminal, ce qui ne fait pas du tout partie de son rôle normal. De plus, imaginez le cas où nous utiliserions f dans le cadre d'un programme graphique. Nous ne voudrions pas qu'une situation anormale soit signalée par un message sur le terminal, mais plutôt par l'ouverture d'une fenêtre d'alerte, par exemple. Enfin, la fonction f, qui va être la partie du programme qui détecte la situation d'erreur, n'a pas forcément toutes les cartes en main pour gérer proprement cette situation-là. Il se peut qu'une division par 0 soit quelque chose de très préjudiciable qui nécessite d'arrêter le programme. Il se peut aussi qu'une division par 0 puisse être traitée d'une autre manière, dépendamment du contexte d'utilisation. C'est plutôt la partie du programme qui appelle la fonction f qui est informée du contexte et qui va pouvoir apporter les réponses appropriées au cas où on a une division par 0. Une dernière possibilité enfin serait de réécrire la fonction f de sorte à ce qu'elle retourne plutôt un code d'erreur, indiquant si la division s'est bien passée ou s'est mal passée, et qu'elle restitue le résultat de la division dans le cadre d'une utilisation normale sans erreur au travers d'un paramètre. Cette façon de procéder est meilleure que celle précédemment décrite dans la mesure où elle laisse à la fonction qui appelle f le soin de décider quoi faire en cas d'erreur. Ce n'est pas à la fonction f elle-même de décider ce qu'il faut faire. Elle informe celui qui l'appelle du résultat de son exécution et c'est à l'appelant de décider quoi faire en cas d'erreur. Avec cette façon de procéder, l'utilisation de la méthode devient cependant beaucoup moins intuitive. Au lieu de simplement écrire quelque chose comme ceci, qui veut dire « stockons dans y le résultat de l'inversion de x », calculé par la méthode f, eh bien il faudrait passer par des tournures de ce style, qui implique donc de savoir que f retourne un code d'erreur et que le résultat normal d'utilisation est stocké dans le second paramètre, ce qui est clairement beaucoup moins intuitif que cette façon d'écrire les choses. De plus, lorsqu'une méthode en appelle une autre, qui à son tour en appelle une autre, et ainsi de suite, chaque appel peut potentiellement produire un code d'erreur, et il faut donc à ce moment-là gérer la combinaison de tous les codes d'erreur possibles. Cela devient rapidement très lourd à gérer. Nous souhaitons donc à ce stade disposer d'un mécanisme qui permettrait de signaler une situation d'erreur sans pour autant produire des effets de bord indésirés, et aussi un mécanisme qui permettrait de gérer une erreur à un autre endroit qu'à l'endroit où elle serait détectée.
Et ceci tout en gardant une souplesse d'utilisation, une utilisation intuitive des différentes fonctionnalités que l'on va avoir dans le programme. La gestion des exceptions répond précisément à ce besoin. Elle va nous permettre, à l'endroit où l'on détecte l'erreur, de déclencher une exception et de la gérer à un autre endroit potentiellement dans le programme. Et ce, sans intégrer explicitement de code d'erreur dans les différentes fonctionnalités que l'on souhaite mettre en œuvre. Le mécanisme de gestion des exceptions va fonctionner selon le principe suivant, donc selon les 3 points qui sont développés ici. Lorsqu'une erreur ou une situation anormale est détectée à un endroit du programme, eh bien, il faut la signaler au reste du programme en lançant un objet qui va contenir les informations utiles pour pouvoir éventuellement traiter cette erreur ou cette situation anormale ailleurs dans le programme. Lancer ou déclencher une exception veut dire concrètement créer un objet qui va devenir disponible pour le reste du programme. Cet objet peut être attrapé, utilisé à un autre endroit du programme qui se chargera de gérer la situation anormale, complètement ou éventuellement de façon partielle. Et finalement, si l'objet lancé n'est jamais attrapé, alors ceci doit provoquer l'arrêt du programme. Une erreur n'a pas été gérée et donc va provoquer l'arrêt du programme. Illustrons ceci sur un exemple concret. Imaginons par exemple que nous ayons un programme principal qui travaille avec des températures acquises au travers par exemple d'un appareil de mesure. Ces températures sont stockées dans un tableau et ce programme a pour rôle de dessiner un graphique de l'inverse de toutes les températures acquises. Imaginons que les températures soient acquises au travers d'un appareil de mesure qui n'est pas tout à fait fiable et que de temps en temps il ne soit pas capable de mesurer correctement les températures en question, ce qui se traduirait par des valeurs nulles dans notre tableau de température. Le programme principal ici fait appel pour réaliser ces traitements à une autre fonctionnalité, graphique inverse, qui va itérer sur l'ensemble des températures du tableau fourni et qui va en afficher l'inverse. Cette méthode fait donc à son tour appel à une autre méthode, calculant cette fois l'inverse d'un double. La méthode inverse n'est pas du tout informée du contexte de son utilisation. Elle ne sait pas concrètement quoi faire si la valeur qui lui est fournie est 0, donc ce qui correspondrait à cette valeur dans le tableau. Par contre, le programme principal sait dans quel contexte est appelée cette méthode et c'est lui qui est à même de résoudre le problème. Par exemple, décider que si le tableau de température n'a pas pu être affiché correctement, c'est que les températures acquises sont corrompues et qu'il faut les acquérir à nouveau. L'idée derrière la gestion des exceptions est que la partie du programme qui détecterait une situation anormale sans pour autant savoir la traiter localement, la signale au reste du programme en lançant une exception. Donc il s'agit d'un objet particulier qui va être lancé au reste du programme. Si cet objet lancé n'est jamais rattrapé par aucune des autres parties du programme, le programme s'arrête, on n'a pas traité l'erreur, mais l'on peut aussi bien sûr faire en sorte qu'une autre partie du programme, plus informée du contexte de l'erreur, rattrape cet objet et le traite de façon appropriée. Le programme principal devrait alors ici indiquer qu'il est réceptif aux objets lancés, qu'il est capable de les recevoir, et dans ce cas-là, il va pouvoir rattraper l'objet et le traiter. S'il a été lancé, bien sûr, pendant l'exécution du bloc réceptif aux erreurs. Pour mettre en œuvre un tel processus, il faut pouvoir réaliser 4 tâches élémentaires. La première est le signalement d'une erreur. C'est ce que faisait notre méthode inverse, qui lançait un objet pour alerter le reste du programme d'une situation anormale. Signaler une erreur était donc ce qui se passait à cette étape de notre exemple. La seconde tâche est de marquer les endroits réceptifs aux erreurs. C'est ce que faisait ici notre programme principal pour indiquer qu'il est capable de rattraper et de traiter un objet correspondant à une situation anormale. À chaque endroit réceptif aux erreurs, aux situations anormales, il faut fournir un moyen de gérer ces erreurs, donc de rattraper proprement l'objet et de le traiter. Dans notre exemple, à ce bloc réceptif aux erreurs est associé un ensemble d'instructions capables de traiter, de rattraper l'objet proprement. Enfin, dans certains cas, il peut être nécessaire de faire le ménage après un bloc réceptif aux erreurs, c'est-à-dire par exemple libérer un certain nombre de ressources qui auraient été sollicitées mais pas proprement libérées en raison d'une situation anormale.
À chacune de ces tâches va correspondre en fait un mot-clé du langage Java. Pour la tâche du signalement d'erreur, le mot-clé throw. Pour celle de marquer les endroits réceptifs aux erreurs, try. Pour associer à un bloc réceptif aux erreurs un bloc de traitement de l'erreur, le mot-clé catch. Et enfin, pour faire le ménage, le mot-clé finally. La description détaillée de l'utilisation de ces mots-clés vous sera présentée dans la séquence vidéo suivante. En clair, l'endroit du programme qui détecte l'erreur va lancer l'objet en utilisant le mot réservé throw. Nous verrons un peu plus loin qu'est-ce qu'il va exactement lancer. L'endroit réceptif aux objets lancés doit être signalé au moyen du mot réservé try. Donc le bloc réceptif aux erreurs est indiqué au moyen de ce mot-clé. Et à chaque bloc réceptif aux erreurs doit correspondre un bloc capable de traiter l'erreur qui va être signalé au moyen du mot-clé catch, dont nous verrons la syntaxe précise dans les séquences suivantes. Comme vous l'aurez sans doute constaté dans le cadre de notre petit exemple, le signalement des erreurs au travers du mot-clé throw et leur gestion au travers des blocs try et catch sont le plus souvent à des endroits bien séparés dans le code. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt principal de la gestion des exceptions. Dans notre exemple, le throw était dans la méthode inverse, les blocs try et catch étaient dans le programme principal. Nous verrons dans les séquences qui suivent qu'à chaque try doit correspondre un catch ou un certain nombre de catch qui lui sont associés. Pour résumer, une exception est donc un moyen de signaler un événement qui nécessite une attention particulière dans le programme. Cet événement peut être une erreur grave qui nécessite d'arrêter le programme, mais ça peut tout à fait être aussi simplement une situation inhabituelle qu'il faudra traiter de façon appropriée. C'était le cas dans notre exemple précédent où une division par 0 correspondait à une situation inhabituelle, un ensemble de mesures qu'il faudrait reprendre par exemple, et qui ne correspond pas à une situation dramatique nécessitant d'arrêter le programme. La gestion des exceptions va donc permettre d'améliorer la robustesse des programmes et va permettre de séparer le code qui est dédié au traitement des erreurs du code qui réalise les autres traitements, qui se passent habituellement sans situation anormale. La gestion des exceptions va également fournir un moyen de forcer une réponse à des erreurs particulières, comme par exemple ici une situation inhabituelle qu'il faudrait gérer de façon appropriée. Par opposition à la solution présentée en début de séquence où l'on traitait les situations anormales en faisant en sorte que les fonctions ou méthodes retournent des codes d'erreur, la gestion des exceptions offre un certain nombre d'avantages. L'un des plus importants est une écriture plus facile, plus intuitive, plus lisible. Par exemple, notre méthode calculant l'inverse peut continuer à être utilisée de façon très naturelle. Il n'est pas nécessaire d'en polluer l'écriture en ajoutant d'autres paramètres uniquement dédiés à la gestion des erreurs. La propagation de l'exception à des niveaux supérieurs d'appel va se faire de façon automatique. Il n'est pas nécessaire que chaque niveau intermédiaire d'appel se charge du traitement de l'erreur. Par exemple, si l'exception lancée par la méthode inverse n'est pas rattrapée par la méthode appelante direct graphique inverse, l'objet va être automatiquement relancé au niveau supérieur, qui pourra éventuellement le traiter, comme ici le programme principal. Une erreur peut donc désormais se produire à n'importe quel niveau d'appel, tout en restant reportée pour le reste du programme. Comme nous venons de le voir, la gestion des exceptions présente donc de nombreux avantages pour traiter des situations d'erreur, des situations anormales dans un programme. Les mécanismes sous-jacents ont cependant un certain coût et il en résulte une consigne méthodologique que nous aurons l'occasion de rediscuter dans les séquences suivantes et qui est la suivante. Si une erreur peut être gérée localement, c'est-à-dire qu'on est complètement informé à un endroit donné sur la façon de résoudre l'erreur, alors il faut le faire localement tout de suite et ne pas utiliser le mécanisme des exceptions.